Mes parents m'ont forcé à leur céder la maison pour laquelle j'ai économisé pendant des années et à la donner à mon frère. Mais lorsque j'ai révélé la vérité au tribunal, j'ai choqué tout le monde. J'ai grandi dans une banlieue de la classe moyenne du Michigan. Mon père, un homme de 58 ans, travaillait comme directeur régional pour une chaîne de fourniture de bureaux. Ma mère, une femme de 56 ans, était une adjointe administrative dans un cabinet médical. Mon jeune frère, Tyler, un homme de 27 ans, a toujours été l'enfant chéri, un joueur de hockey, populaire, charismatique quand il le voulait, mais qui a fondamentalement traversé la vie avec un minimum d'effort. Mes parents ont toujours prétendu avoir des fonds universitaires pour nous deux. Mais quand j'ai obtenu mon diplôme, il y a soudainement eu des pertes d'investissement et des dépenses médicales qui avaient épuisé mon fonds. Curieusement, les mêmes problèmes n'ont jamais affecté le fonds universitaire de Tyler. Quelques années plus tard, le favoritisme n'était pas subtil. Tout au long du lycée, le contraste était ridicule. Tyler avait un nouveau Jeep à 16 ans, un véhicule de 24 000 $ que mes parents lui avaient loué parce qu'il avait besoin de quelque chose de sûr pour la conduite hivernale. Pendant ce temps, je conduisais une Ford Taurus de 1997 rouillée avec 198 000 miles que j'avais acheté 800 $ à un voisin de mon oncle. J'ai dû remplacer l'alternateur 2 semaines après l'avoir acheté, ce qui a effacé 3 mois de salaire d'épicerie. Je me souviens encore du jour où Tyler a eu ce Jeep. Papa a filmé toute la surprise dans l'allée, avec un énorme nœud rouge sur le capot, et l'a publié partout sur Facebook comme s'il était le papa de l'année. Mon acquisition de voiture? Papa m'a envoyé le numéro de téléphone du vendeur par SMS et m'a dit de m'assurer de vérifier le liquide de transmission avant d'acheter. C'était toute son implication. Après le lycée, j'ai fait 2 ans de community college tout en travaillant à temps plein dans un entrepôt à quai de chargement. J'ai été transféré dans une université d'État, j'ai étudié la sécurité des réseaux, j'ai travaillé la nuit dans une station-service ouverte 24 heures sur 24, et j'ai obtenu mon diplôme avec 37 000 $ de prêts étudiants que je rembourse encore. 0 aide de mes parents, pas un seul manuel. Tyler a été envoyé dans une université privée avec un prix de 42 000 $ par an, entièrement financé par la banque de maman et papa. Quand il a perdu sa bourse partielle de hockey pour avoir échoué 2 cours en 2e année, ils ont couvert la différence sans sourciller. Il a changé de majeur 4 fois et a mis 5 ans et demi pour obtenir un diplôme en communication. Ils lui ont acheté un MacBook Pro tous les 2 ans, ont payé son appartement dans la partie cool du campus, lui ont donné une allocation mensuelle pour la nourriture, et ont même financé un semestre à Barcelone qui était essentiellement une fête de 6 mois. Le semestre de Barcelone a été la plus grosse blague. Tyler n'a suivi que 2 cours, culture espagnole et communication internationale, et a obtenu un CE dans les 2. Il est revenu avec des photos de voyages de 11 pays différents, dont aucun ne figurait sur son itinéraire académique original. Maman a fait encadrer professionnellement ses photos préférées et les a accrochées dans le salon. Pendant ma 3e année, j'ai eu besoin d'une chirurgie dentaire d'urgence pour une dent de sagesse incluse qui s'est infectée. Le coût était de 1800 $ après assurance. J'ai demandé à mes parents si je pouvais emprunter de l'argent jusqu'à ma prochaine paie. Maman m'a suggéré de chercher des plans de paiement car leur budget était serré. 2 semaines plus tard, Tyler a posté des photos Instagram de son voyage de vacances de printemps, payé par, devinez qui? Mon meilleur ami, Kevin, a été témoin de cela depuis le collège. Nous nous sommes rencontrés en classe de mathématiques de 7e année et sommes restés proches depuis. Il a traversé des saletés familiales similaires. Ses parents ont divorcé quand il avait 14 ans, et tous deux se sont remariés avec des personnes ayant leurs propres enfants, marginalisant ainsi Kevin dans les 2 foyers. Nous nous sommes liés d'amitié en tant que personnes négligées. Il est maintenant ingénieur en mécanique dans une entreprise automobile, marié et père d'une fille de 2 ans. Kevin a tout vu de première main. Il était là quand j'ai acheté une calculatrice TI 83 d'occasion sur Craigslist pour 40 $, alors que Tyler recevait la dernière Apple Watch pour la gestion du temps. Il m'a aidé à changer l'huile de ma Taurus par temps de 20 degrés Fahrenheit parce que je ne pouvais pas me permettre le forfait de vidange à 24,99 $. Pendant ce temps, le Jeep de Tyler était sous un plan de maintenance premium chez le concessionnaire. Après l'université, j'ai décroché un poste d'entrée de gamme dans une société de cybersécurité avec un salaire de départ de 56 000 $. J'ai partagé un appartement avec 3 autres gars, mangé du riz parce que c'était bon marché, et j'ai conduit cette même Taurus jusqu'à ce que la transmission cède enfin à 267 000 miles. J'ai acheté une Hyundai d'occasion pour 7 500 $ et je l'ai conduite pendant des années.
Mon premier appartement était une unité de 4 chambres dans un complexe qui avait connu des jours meilleurs. Ma part du loyer était de 475 $ plus les charges. Je dormais avec un ventilateur à boîte près de mon lit 6 mois par an. Les cafards étaient une présence régulière, mais c'était ce que je pouvais me permettre tout en remboursant mes prêts étudiants et en essayant de constituer une épargne. Le jour où j'ai quitté le terrain de vente de voitures d'occasion avec ma Hyundai Elantra de 87 000 miles, Tyler publiait des photos de sa dernière réunion d'affaires dans un complexe de golf. Son profil LinkedIn indiquait qu'il était PDG et fondateur de n'importe quelle entreprise que mes parents finançaient ce mois-là. Je suivais chaque dollar dans une feuille de calcul et j'apportais des repas au micro-ondes au travail. Tyler a obtenu son diplôme et a décidé qu'il était trop créatif pour une carrière standard. Mes parents ont financé ses projets d'entreprise, y compris un réseau de podcasts, 15 000 $ partis en fumée, un magasin de dropshipping, 12 000 $ gaspillés, et une société de conseil qui n'a jamais eu un seul client. Quand tout cela a échoué, papa a fait jouer ses relations avec un ami de l'université et a obtenu à Tyler un poste de coordonnateur marketing dans une brasserie locale. Un emploi d'entrée de gamme, mais il avait immédiatement un ordinateur portable d'entreprise et un compte de dépenses. Pendant ce temps, je travaillais 60 heures par semaine, je suivais des cours du soir pour des certifications de sécurité, et je construisais mon réseau professionnel par des moyens difficiles. Chaque promotion que j'obtenais était parce que je travaillais plus dur que tout le monde. Aucune connexion, aucune aide, juste un pur labeur. J'ai commencé par un travail informatique de base de dépannage, je suis passé à l'administration réseau, puis je me suis spécialisé dans la sécurité. Chaque changement s'accompagnait de responsabilités accrues et d'un meilleur salaire, mais signifiait aussi apprendre de nouvelles compétences à mes frais et à mon temps. J'ai vécu comme un étudiant pendant des années après l'obtention de mon diplôme. Pas de sortie au restaurant, pas de service de streaming, j'utilisais Netflix de Kevin. Pas de nouveaux vêtements sauf si absolument nécessaire. La décoration de mon appartement consistait en tout meuble laissé par les colocataires précédents, plus quelques basiques d'IKEA. Chaque prime allait directement à l'épargne ou au remboursement de la dette. Pas de vacances, sauf ces week-ends dans le chalet familial de Kevin au bord du lac où nous pêchions, faisions griller ce que nous attrapions, et dormions sur des matelas pneumatiques. Avance rapide jusqu'à l'année dernière. J'avais travaillé d'arrache-pied, changé d'entreprise 2 fois pour de meilleurs postes, obtenu plusieurs certifications de haut niveau à mes frais, et j'avais finalement atteint 112 000 $ en tant qu'ingénieur senior en sécurité réseau. J'économisais agressivement depuis mon premier vrai emploi. Pas de vacances autres qu'un long week-end au chalet de Kevin au bord du lac, pas de hobby coûteux, pas de vêtements élégants. J'ai vécu avec des colocataires jusqu'à l'année dernière, quand j'ai emménagé dans un appartement basique d'une chambre. Après une décennie de labeur, j'ai finalement acheté ma maison, une maison de 3 chambres, 2 salles de bain avec un garage attenant dans une cour décente dans un quartier solide à environ 25 minutes du centre-ville. Elle m'a coûté 395 000 $. J'ai versé 79 000 $ de mes économies et j'ai bloqué un taux hypothécaire de 4,9% après des semaines de recherche. Le jour de la clôture a été le moment le plus fier de ma vie. Assis à cette table, signant ces papiers, sortant avec les clés de ma maison que j'ai achetée avec mon argent que j'ai gagné grâce à mon travail. Je n'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas organisé de pendaison de crémaillère. J'ai simplement déplacé mes affaires tranquillement pendant le week-end avec l'aide de Kevin. Nous avons commandé une pizza, installé ma télé et mon canapé, et joué à la Xbox jusqu'à 2 heures du matin le jour du déménagement. L'équivalent adulte de construire une cabane en couverture. La maison elle-même n'était pas parfaite. Construite en 1996, en bon état, mais nécessitait quelques mises à jour. Mais les fondations étaient solides, un bon toit, un CVC plus récent, aucun problème de fondation, et plus important encore, c'était la mienne. Mes premiers projets étaient pratiques, changer toutes les serrures et les codes de la porte de garage, installer une sonnette Ring et un système de sécurité, remplacer le chauffe-eau ancien qui était en fin de vie. Puis vinrent les petites améliorations cosmétiques, repeindre les murs beige terne dans les espaces de vie, remplacer les luminaires démodés, nettoyer sous pression la terrasse et la clôture. 2 semaines après mon emménagement, j'étais encore en train de savourer le bonheur d'être propriétaire quand le nom de ma mère a clignoté à l'écran. Salut, maman. Quoi de neuf? Salut, chérie. Comment est la nouvelle maison? Tu t'installes bien? Ouais, je pose juste des étagères. Tout va bien. Je me suis préparé à ce qui allait arriver. C'est merveilleux, ma chérie. La pause inévitable.
Alors, j'appelle parce qu'on a un petit problème avec Tyler. Bien sûr, on a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Eh bien, il a eu un petit contretemps. La brasserie l'a licencié hier. La licencier était un code familial pour virer. J'avais déjà vu ce film. Tu sais comment sont ces endroits. Pas d'appréciation pour les créatifs. Il est question de politique de présence non négociable. Je pouvais entendre les guillemets. Apparemment, arriver 15 minutes en retard quelquefois suffit pour être licencié de nos jours. La plupart des emplois s'attendent à ce que vous arriviez à l'heure, maman. Elle a ignoré cela. Le vrai problème, c'est son appartement. Sans son travail, il ne peut pas payer le loyer. Son propriétaire est complètement déraisonnable à ce sujet. Déraisonnable signifie qu'il s'attend à être payé. J'ai ricané. Chérie, c'est sérieux. Tyler a besoin d'un endroit où vivre. Juste temporairement, bien sûr. Juste jusqu'à ce qu'il trouve un autre travail et qu'il se remette sur pied. Mon estomac s'est serré. Et vous m'appelez parce que... Eh bien, tu as cette belle nouvelle maison. 3 chambres pour une seule personne. Je suis sûr que tu pourrais aider ton frère pendant quelques semaines. Maman, je viens d'emménager. Je déballe encore. Et Tyler et moi avons des modes de vie complètement différents. Ce ne serait que pour une courte période, 4 semaines au maximum, juste jusqu'à ce qu'il trouve autre chose. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ton père et moi apprécierions vraiment ça, chérie. La famille est de la famille, n'est-ce pas? C'est comme ça que nous t'avons élevé. Le train de la culpabilité était parti. Laisse-moi y réfléchir. Ok, je dois. Il n'y a vraiment pas le temps de réfléchir, chérie. Tyler doit partir demain. Son propriétaire a déjà quelqu'un de nouveau en vue. Nous le laisserions rester ici, mais, tu sais, le dos de ton père n'est pas bon, et nous avons converti l'ancienne chambre de Tyler en bureau à domicile pour ton père. Je te rappellerai, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai immédiatement appelé Kevin. Mon frère s'est encore fait virer, ai-je dit sans préambule. Laisse-moi deviner. Maman a appelé pour demander de l'argent? Pire. Ils veulent qu'il emménage avec moi. Le reniflement était audible, même par-dessus les annonces du magasin en arrière-plan. Dis-moi que tu as ri et raccroché. Ils disent que ce n'est que pour quelques semaines, mec. Absolument pas. As-tu oublié l'incident de la PlayStation de 2018? J'ai grincé. Tyler avait emprunté ma PlayStation 4 pour un week-end et l'avait rendue 3 mois plus tard avec 2 manettes cassées. C'est différent maintenant. Je possède la maison. Je peux fixer des limites. Et comment comptes-tu exactement faire respecter ces limites? Vas-tu changer les serrures s'ils dépassent le délai, comme prévu? C'est la famille. Kev, mec, je t'aime bien, mais tu es idiot. Cela sent le désastre à plein nez. Je parle du Titanic qui rencontre le Hindenburg en termes de désastre. Je vais y réfléchir. Non, tu ne le feras pas. Tu céderas parce que ta mère a utilisé les mots magiques de culpabilité de famille. Et puis tu m'appelleras dans 3 semaines quand Tyler aura pris le contrôle de ton salon et mangé tout ce qu'il y a dans ton réfrigérateur. Tu exagères. Je suis réaliste. Ta famille a un doctorat pour profiter de toi. Après que nous ayons raccroché, mon téléphone a immédiatement sonné à nouveau. Papa. Cette fois, ta mère me dit que tu hésites à aider ton frère. Sa voix avait ce ton d'autorité qu'il utilisait quand il s'attendait à une obéissance immédiate. Écoute, je sais que vous deux avez eu vos différends, mais il essaie de se remettre sur la bonne voie. Ce ne serait que temporaire jusqu'à ce qu'il trouve un autre emploi. 4 semaines maximum, je le promets. Et si ça dure plus longtemps? Ça ne durera pas. Ta mère et moi veillerons à ce que ce soit le cas. Je ne sais pas, papa. Il a déjà emballé ses affaires. Nous lui avons dit que tu dirais probablement oui. Attends, quoi? Il a commencé à emballer. Nous savions que tu ferais la bonne chose. Tu le fais toujours. Et voilà, le compliment ambigu qui servait de manipulation émotionnelle. D'accord, ai-je dit, le regrettant déjà. Mais 4 semaines maximum. S'il n'a pas d'emploi et son propre logement à ce moment-là, il dégage. 1 heure plus tard, ma sonnette a retenti. Ce n'était pas seulement Tyler. C'était toute la famille, maman, papa, Tyler,
et une voiture pleine de ses affaires. Le comité de déménagement était arrivé. Tyler a souri en ouvrant la porte. « Hey, mec. Merci pour le coup de main. Cet endroit est trop cool. » Derrière lui, maman rayonnait comme s'il s'agissait d'une réunion de famille réconfortante. Papa déchargeait déjà des valises du coffre. Tyler m'a dépassé dans la maison, examinant immédiatement l'espace. Beau décor. La télé est un peu petite, mais on peut arranger ça. Quelle chambre est la mienne? Je suis resté là, les clés à la main, sentant déjà l'avalanche de regrets qui s'abattait sur moi. En moins de 20 minutes, Tyler avait réquisitionné la deuxième plus grande chambre, connecté son PC de jeu à mon internet, et était étalé sur mon canapé, faisant défiler son téléphone. Maman réorganisait mes placards de cuisine pour faire de la place pour les affaires de Tyler, et papa donnait des conseils non sollicités sur ma routine d'entretien de la pelouse. Quand ils sont finalement partis, Tyler a immédiatement commandé une pizza sur mon compte, affirmant qu'il me rembourserait une fois son dernier chèque de paie arrivé. J'ai envoyé un SMS à Kevin avec une photo du chaos qui s'était produit dans ma maison en moins d'une heure. Sa réponse a été immédiate, le Titanic a quitté le quai. Je préparais le canot de sauvetage et le discours « Je te l'avais bien dit ». Peut-être devrions-nous commencer un pari pour savoir combien de temps avant qu'il n'amène une petite amie Tinder aléatoire et n'utilise ton lit. La première semaine après l'emménagement de Tyler s'est plutôt bien passée. Tyler a aidé à déballer quelques cartons, a assemblé une étagère, et semblait sincèrement reconnaissant. Cela a duré exactement 9 jours. J'avais installé la chambre d'amis avec un lit queen size, une commode, une table de nuit et un bureau, fait de la place dans les placards de la cuisine et le réfrigérateur pour sa nourriture, et lui avait donné une clé de rechange. Essentiellement, je l'ai traité comme un colocataire adulte. Dès la deuxième semaine, Tyler a commencé à agir comme s'il possédait l'endroit, laissant la vaisselle dans l'évier, invitant des amis sans demander, occupant le salon avec son équipement de jeu. Il mettait de la musique à plein volume à 1h du matin, mangeait la nourriture que j'avais achetée sans la remplacer, et laissait des serviettes mouillées sur le sol de ma nouvelle salle de bain. La première fois que je suis rentré à la maison et que j'ai trouvé 3 inconnus dans mon salon en train de jouer à ma Xbox, j'ai été pris par surprise. Tyler les a présentés comme les gars, comme si je devais les connaître. Ils avaient commandé une pizza et avaient laissé les boîtes vides sur ma table basse. Un gars avait les pieds sur mon canapé avec ses chaussures. Tyler agissait comme si c'était tout à fait normal. J'ai essayé de lui parler raisonnablement, j'ai établi des règles de base à la maison. Il hochait la tête, puis ignorait complètement tout ce dont nous avions discuté. Quand je le confrontais, il avait toujours une excuse ou disait que j'étais trop à cheval et que j'agissais comme papa. En parlant à Kevin à ce sujet pendant le déjeuner un jour, il m'a prévenu que Tyler était en train d'établir sa résidence et qu'il pourrait devenir un cauchemar juridique à expulser si je laissais cela continuer. J'ai mis cela de côté, pensant que cela sonnait paranoïaque. Mon frère est peut-être un profiteur, mais il n'irait pas aussi loin. J'avais tort. Un mois s'est transformé en 2. Pas de travail, pas de recherche d'appartement, juste Tyler jouant à des jeux vidéo toute la journée pendant que je travaillais, puis sortant avec ses amis le soir. Mes parents commençaient à passer sans prévenir pour voir Tyler, mais surtout pour inspecter ma maison. Ils faisaient des commentaires comme « La chambre de Tyler est un peu petite pour une installation à long terme. » C'était la deuxième plus grande chambre. Ou « Tu devrais laisser Tyler installer sa station de jeu dans le salon puisqu'il est à la maison toute la journée. » Papa se promenait, inspectait les choses, signalant des défauts mineurs comme s'il me rendait service. Ces gouttières ont besoin d'être nettoyées. Votre service de tonte a manqué un endroit. Ce télécommande de porte de garage fait un bruit qui nécessite un entretien. Jamais il n'offrait son aide, juste cataloguer les imperfections de ma maison. J'ai également remarqué de petites choses qui disparaissaient, une paire d'écouteurs sans fil, un chargeur de téléphone portable, ma manette PlayStation, une veste. Lorsqu'il était confronté, Tyler avait toujours la même réponse, « Mec, je ne l'ai pas vu. Tu l'as peut-être laissé au travail. » Puis je trouvais ma veste dans son placard ou mes écouteurs dans son sac à dos. La cuisine est devenue un champ de bataille. Je rentrais chez moi et trouvais toute la vaisselle sale, la nourriture laissée dehors toute la nuit, les déversements non nettoyés, les poubelles débordées mais n'étaient jamais sorties. Quand je demandais à Tyler de nettoyer, il disait qu'il était sur le point de le faire ou prétendait qu'il attendait que le lave-vaisselle finisse, un lave-vaisselle qu'il n'avait jamais vidé une seule fois. Mes services publics ont considérablement augmenté. Tyler mettait la climatisation à 65 degrés en été,
puis ouvrait les fenêtres. Il prenait des douches de 30 minutes 2 fois par jour. Toutes les lumières de la maison étaient allumées pendant qu'il jouait avec 3 moniteurs allumés plus de 12 heures par jour. Ma facture d'électricité a doublé, et ma facture d'eau a augmenté de 80%. Quand j'en ai parlé, il a suggéré que je passe à des appareils plus économes en énergie. 3 mois plus tard, j'en avais assez. Je suis rentré du travail et j'ai trouvé Tyler avait déplacé mon installation de bureau à domicile dans la plus petite chambre pour qu'il puisse avoir la pièce avec une meilleure lumière et plus d'espace. Tyler, ai-je crié. Il s'est avancé de la cuisine, une boisson énergétique à la main, l'air complètement imperturbable. Oh, salut, tu es rentré tôt. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il a haussé les épaules. J'ai juste fait quelques changements. Cette pièce a beaucoup mieux la lumière naturelle. Tu as déplacé tout mon bureau sans me demander, dans ma maison que je paie. Ce n'est pas grave, mec. J'ai fait attention avec tes affaires. La plupart d'entre elles, en fait. Ta chaise a roulé sur un de ces câbles. Celui bleu. Probablement rien de grave, cependant. Tu n'avais pas le droit de toucher à mes affaires. C'est ma maison. Tu es un invité ici. Sérieusement? Tu vas être aussi mesquin à propos d'une pièce? Classique. Ça a toujours été une question d'argent avec toi, n'est-ce pas? L'argent? Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de respect, bon sang. Tyler leva les yeux au ciel. Écoute, ce n'est pas grave. Je t'aiderai à installer le bureau dans l'autre pièce. Non, j'ai dit que tu allais tout remettre exactement comme c'était ce soir. Et ensuite, tu vas commencer à chercher ton propre logement. Il a souri. En fait, je pensais rester jusqu'à la fin de l'année, économiser sur les dépenses, tu sais. Maman et papa pensent que c'est un bon plan. Quelque chose en moi a craqué. J'ai attrapé le devant de sa chemise. Écoute-moi très attentivement. Ce n'est pas un vote familial. Tu étais censé être là pendant 4 semaines. Ça fait 3 mois. Lâche-moi, mec. Quel est ton problème? Mon problème, c'est toi. Oh, je suis désolé, monsieur le grand ingénieur réseau, a-t-il moqué. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler ma colère. Tu as 30 jours pour trouver un autre endroit. C'est tout. J'en ai fini. Tyler a ri au nez. Ouais. Et où suis-je censé aller? Tu sais, je ne peux pas me permettre le loyer seul en ce moment. Ce n'est pas mon putain de problème. Trouve un emploi. Trouve des colocataires. Retourne chez maman et papa. Je m'en fiche, mais tu ne resteras pas ici. Ce week-end-là, mes parents m'ont invité au dîner du dimanche. Ils se sont assis avec moi après le dessert et m'ont expliqué leur solution à la situation actuelle. Papa a déclaré que, comme j'étais très bien établi dans ma carrière et que Tyler cherchait encore sa voie, il était logique que Tyler reste avec moi indéfiniment. Maman a ajouté qu'ils aideraient même avec certaines des charges si nécessaire, mais que Tyler méritait une situation de vie stable pendant qu'il cherchait des opportunités. J'étais abasourdi. Il ne s'agissait plus d'une situation temporaire. Ils essayaient de faire de ma maison la résidence permanente de Tyler. Je leur ai dit, absolument pas. Tu as toujours eu la vie plus facile. Maman a sangloté, si disciplinée pendant que Tyler lutte. J'ai ri amèrement. Plus facile? J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. La famille est de la famille, a grondé papa. Il a besoin de trouver un travail et son propre logement, comme nous l'avions convenu. Papa s'est levé. Tu manques de compassion et de loyauté. Loyauté? J'ai reculé ma chaise. Était-ce loyal quand vous avez financé son diplôme mais pas le mien? Quand vous m'avez acheté des voitures alors que je conduisais un cercueil roulant? Ou quand vous m'avez poursuivi en justice pour la maison que j'ai achetée avec mon propre argent? Tyler a souri du coin. Toujours la victime. Tu dégages dans 30 jours, comme je l'avais dit. Je l'ai pointé du doigt. Pas de négociation. Je suis sorti, les laissant dans un silence stupéfait. Le coup de grâce est arrivé une semaine plus tard. Je suis rentré plus tôt du travail avec une migraine pour trouver Tyler organisant une fête dans ma maison avec au moins 15 personnes utilisant mon nouveau grill. Quelqu'un avait renversé un verre sur mon canapé. Une autre personne avait fait un trou de cigarette dans la terrasse que je venais de refaire. Et Tyler avait donné à quelqu'un une visite de ma chambre où ils avaient apparemment testé mon lit.
J'avais envoyé un SMS à Tyler vers midi lui disant que je ne me sentais pas bien et que je rentrais plus tôt. Sa réponse, un emoji pouce levé. Quand je suis arrivé dans mon allée à 14h30, il y avait 6 voitures que je ne reconnaissais pas garées devant ma maison. La musique résonnait si fort que je l'entendais avant de sortir de ma voiture. J'ai perdu le contrôle. J'ai mis tout le monde dehors, j'ai dit à Tyler qu'il partait maintenant. Il a crié que je ne pouvais pas le forcer à partir, que nos parents lui avaient dit qu'il avait des droits de résidence après y avoir séjourné 3 mois. Je l'ai littéralement mis à la porte, jeté son PC de jeu et ses vêtements sur la pelouse avant, et changé les serrures cette nuit-là. J'ai immédiatement appelé Kevin, qui est venu avec une pizza et m'a aidé à documenter tous les dommages avec des photos horodatées. Pendant que nous nettoyions, il a remarqué que Tyler avait également pris ma clé de voiture de rechange accrochée dans la cuisine. Nous avons fait refaire la serrure de ma voiture le lendemain matin. La tempête qui a suivi a été nucléaire. Tyler a appelé nos parents, qui sont tous deux arrivés à minuit, frappant à ma porte et menaçant d'appeler la police pour une expulsion illégale. J'ai refusé d'ouvrir. Le lendemain matin, j'ai fait dresser des papiers d'expulsion officiels et les ai livrés à Tyler à la maison de nos parents où il s'était retiré. Mes caméras de sécurité ont filmé ma mère et mon père passant devant ma maison 3 fois ce jour-là. Ils ont laissé des messages vocaux exigeant que je rende la propriété de Tyler. Apparemment, la télé de la chambre d'amis et quelques ustensiles de cuisine lui appartenaient désormais. Chaque message a escaladé le ton, de la culpabilisation aux menaces pures et simples. Le dernier message vocal de ma mère disait en fait, « Tu le regretteras quand tu verras ce qui se passe ensuite. » C'est là que les choses sont devenues vraiment folles. Au lieu d'accepter que le train de plaisir était terminé, mes parents ont consulté le père d'un ami de Tyler, qui était un avocat spécialisé en immobilier. 3 jours plus tard, j'ai reçu des documents. Mes propres parents me poursuivaient en justice pour ma maison, affirmant qu'ils avaient investi émotionnellement et financièrement dans mon succès, que Tyler avait établi la tenancier et avait été illégalement expulsé après 3 mois de vie sans loyer, et que j'avais une obligation morale de subvenir aux besoins de la famille dans le besoin. Les problèmes de santé mentale de Tyler, une nouvelle pour moi, nécessitaient un environnement de vie stable. J'étais financièrement capable d'acheter une autre maison. Le plus follement, il demandait le transfert du titre à Tyler pendant que je continuais à payer l'hypothèque pendant au moins 1 an jusqu'à ce que Tyler puisse établir un crédit suffisant. Le document de poursuite faisait 27 pages d'un droit à l'excès délirant déguisé en langage juridique. Une section détaillait toutes les contributions que mes parents avaient apportées à mon succès, y compris la nutrition pendant les années formatrices. Ils m'ont nourri quand j'étais enfant. Félicitations et soutien émotionnel pendant l'avancement éducatif. Ils demandaient occasionnellement comment se passait l'école. Le document prétendait que cela constituait un investissement implicite dans mes revenus et actifs futurs. Une autre section décrivait les prétendues contributions de Tyler à ma propriété, y compris des consultations en design d'intérieur. Il avait suggéré que j'achète une télévision plus grande et des améliorations paysagères. Il a une fois tondu la pelouse quand j'avais une urgence au travail. Selon leur déposition, ces tâches mineures constituaient un travail gratuit sur ma maison. La demande la plus absurde était leur demande de recours. Non seulement ils voulaient que je leur cède ma maison et que je continue à payer l'hypothèque, mais ils demandaient également que je paie 15 000 $ pour la détresse émotionnelle de Tyler causée par le processus d'expulsion traumatisant et que je couvre tous leurs frais juridiques. Kevin est venu le soir où j'ai été servi et a été absolument sidéré. Il m'a mis en contact avec son beau-frère, Scott, qui travaillait dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les litiges immobiliers. Scott a examiné la poursuite et a réellement ri à voix haute à certaines parties. Il a qualifié cela de la réclamation immobilière la plus frivole qu'il ait vue en 15 ans de pratique et m'a assuré que n'importe quel juge la rejetterait immédiatement. Il a proposé de me représenter à un tarif réduit, mais a prévenu que même avec une réduction, les frais juridiques pourraient coûter entre 5 000 et 8 000 $. Compte tenu de la nécessité de préparer des réponses formelles, d'assister à des audiences, etc., et contre l'avis de Scott, j'ai décidé de me représenter moi-même. Le cas était tellement absurde, et j'avais toute la documentation nécessaire pour prouver que j'avais acheté la maison entièrement avec mon propre argent. De plus, engager un avocat coûterait des milliers que je ne voulais pas dépenser pour cela. Scott m'a néanmoins aidé à me préparer, me guidant sur ce à quoi m'attendre au tribunal et comment organiser mes preuves. Nous avons passé 3 soirées dans son bureau à examiner des documents, à préparer ma déclaration et à pratiquer des réponses aux questions probables. Pendant le mois suivant, le harcèlement familial a été incessant.
Tyler a commencé à dire à des amis communs que j'avais volé son héritage et que j'avais toujours reçu un traitement préférentiel en grandissant. Littéralement le contraire de la réalité. Mes parents ont appelé ma famille élargie, racontant une histoire selon laquelle j'avais promis que Tyler pourrait vivre avec moi à long terme, puis je l'avais cruellement jeté sans avertissement. De vieux amis de la famille ont commencé à me contacter avec des messages inquiets. Mon entraîneur de baseball du lycée a appelé pour demander si tout allait bien, disant qu'il avait entendu dire que j'avais des problèmes. Le cousin de ma mère m'a envoyé un long email sur l'importance de la famille, avec des versets bibliques sur l'amour fraternel. Mes parents avaient lancé une campagne de relations publiques complète contre moi. Mon oncle Dave, le frère de mon père, m'a contacté pour me dire que mes parents lui avaient demandé de l'argent pour couvrir leurs frais juridiques, affirmant que j'avais des problèmes de santé mentale et que j'agissais de manière irrationnelle. Heureusement, Dave avait toujours vu clair dans leur favoritisme et avait refusé. La date du procès est arrivée 6 semaines plus tard. Je me suis présenté dans mon meilleur costume, portant un classeur de documents organisés avec des onglets, papier de prêt hypothécaire, relevé bancaire montrant que la compte provenait uniquement de mon compte, SMS avec Tyler et mes parents indiquant clairement que la situation de logement était temporaire, photo des dommages causés par la fête de Tyler au tout. Mes parents et Tyler sont arrivés ensemble dans des tenues bleues assorties, comme une sorte de bizarre publicité de droit de la famille. Tyler s'était même lissé les cheveux et portait un porte-documents en cuir qui était, j'en suis presque sûr, vide. Ma mère s'essuyait déjà les yeux avec un mouchoir avant même d'entrer dans la salle d'audience. Leur avocat a présenté leur cas en premier. C'était un cours magistral de manipulation émotionnelle et d'étirement juridique. Il a montré des photos de famille sur des décennies, essayant d'établir le lien familial étroit. Il a présenté une théorie de contrat verbal où mon accord pour laisser Tyler rester se traduisait par une promesse de propriété. Il a dépeint un récit où j'avais soi-disant promis à Tyler qu'il pourrait toujours avoir un chez-soi avec moi, tordant mon accord réticent à un séjour temporaire en une sorte de garantie de logement à vie. Quand ce fut mon tour, j'ai simplement présenté les faits, hypothèque uniquement à mon nom, tous les paiements provenant de mes fonds personnels, SMS prouvant la nature temporaire de l'arrangement, documentation du chômage de Tyler et de son schéma de dépendance financière, photos des dommages causés par sa fête non autorisée. J'ai commencé par établir le calendrier, quand j'ai acheté la maison, quand Tyler a emménagé, la nature temporaire convenue de l'arrangement. J'ai présenté des SMS entre Tyler et moi où il reconnaissait explicitement, le séjour était juste jusqu'à ce que je trouve mon propre logement et j'apprécie ton aide pendant quelques semaines, mec. J'ai soumis des relevés financiers montrant que j'avais effectué tous les paiements hypothécaires, payé toutes les factures de services publics et financé toutes les réparations et améliorations domiciliaires moi-même. Alors que Tyler n'avait jamais contribué un seul dollar aux dépenses du ménage malgré avoir vécu là sans loyer pendant 3 mois, les photos des dommages causés par la fête étaient particulièrement efficaces. Le canapé taché de vin, la brûlure de cigarettes sur la terrasse, les parquets rayés où quelqu'un avait déplacé des meubles tous horodatés et clairement documentés. J'ai inclus des estimations de réparation pour chaque article. Le juge a posé quelques questions pointues. Monsieur Tyler, quelle contribution financière avez-vous apportée à cette propriété? Tyler a bégayé à propos de l'équité travail pour avoir assemblé une étagère. Avez-vous contribué à la compte ou à des paiements hypothécaires? Maman a essayé de soutenir qu'ils avaient contribué à mon succès en m'élevant, ce que le juge a rapidement arrêté. Et vous demandez que votre fils aîné non seulement transfère sa propriété à votre fils cadet, mais continue à effectuer les paiements hypothécaires pour une maison qu'il ne posséderait plus? Papa a effectivement dit oui, expliquant que c'était la solution familiale équitable. Lorsque le juge a demandé à mon père d'expliquer la raison de cet arrangement, papa a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, notre fils cadet a besoin de plus de soutien dans la vie. Notre fils aîné a toujours pu se prendre en charge. Nous essayons juste de mettre les choses sur un pied d'égalité. Le juge avait l'air vraiment perplexe. Il m'a posé une dernière question, avez-vous à un moment donné promis ou suggéré que votre frère aurait une résidence permanente ou un intérêt de propriété dans votre maison? J'ai répondu honnêtement, absolument pas, votre honneur. J'ai accepté un arrangement temporaire de quelques semaines pendant qu'il trouvait un emploi et son propre logement. C'était il y a plus de 3 mois, pendant lesquels il n'a fait aucun effort pour faire l'un ou l'autre. Le juge a décrété une pause de 15 minutes. Quand il est revenu, il a entièrement rejeté l'affaire, déclarant qu'elle manquait de tout fondement juridique, et a averti l'avocat de mes parents d'apporter des poursuites frivoles à l'avenir. Il a ensuite reconnu formellement mes pleins droits de propriété et a déclaré que toute réclamation supplémentaire contre la propriété serait considérée comme du harcèlement.
Il a même pris la mesure inhabituelle d'ordonner à mes parents de payer mes frais de dépôt de dossier, déclarant que leur poursuite frôlait l'abus du système juridique. Dehors, le chaos a éclaté. Ma mère s'est effondrée en larmes spectaculaires. Tyler a commencé à crier que j'étais mort pour lui et que je regretterais d'avoir choisi la propriété plutôt que la famille. Papa m'a juste regardé avec une expression de véritable confusion, comme s'il ne pouvait vraiment pas comprendre comment son plan avait échoué. La performance de maman était digne d'un Oscar. Tyler se tenait au-dessus d'elle, alternant entre la réconforter et me lancer des regards emplis de haine pure. Papa s'est approché de moi alors que je marchais vers ma voiture. « Je ne t'ai pas élevé comme ça », a-t-il dit, la voix pleine de déception, comme si j'étais celui qui venait d'essayer de voler légalement la maison de quelqu'un. La famille est censée prendre soin les uns des autres. Je me suis contenté de m'éloigner, de bloquer leur numéro ce soir-là, et d'installer un système de sécurité complet le lendemain avec des caméras couvrant chaque approche de ma maison. Pendant le mois suivant, je n'ai rien entendu directement d'eux, mais le réseau familial était en effervescence. Tyler avait déménagé chez nos parents et était soi-disant consultant en stratégie des médias sociaux pour les entreprises locales, sans emploi, et jouait à la Xbox. Mes parents avaient dépensé près de 20 000 $ dans leur procès raté, drainant une partie importante de leurs économies. Mon cousin Jake a appelé pour me dire que Tyler publiait des menaces cryptiques sur les médias sociaux. Des choses comme « la karma finit toujours par revenir » et parfois la famille obtient ce qu'elle mérite. Il m'a envoyé des captures d'écran. Rien de directement menaçant, mais l'intention était claire. J'ai tout documenté et je me suis assuré que mon système de sécurité était toujours armé. Puis vint la retombée financière. L'entreprise de papa a subi une restructuration, et on lui a offert une retraite anticipée avec une pension réduite. Le médecin de maman a pris sa retraite, et le nouveau médecin a apporté son propre personnel administratif. Soudain, la banque de maman et papa faisaient face à une grave crise de liquidité. Le moment ne pouvait pas être plus mal choisi pour eux. Papa n'avait que 58 ans, pas prêt pour la retraite financièrement ou mentalement. Sa pension réduite était environ 60% de son ancien salaire. Maman travaillait à son poste depuis plus d'une décennie et s'est soudainement retrouvée à concourir avec des candidats plus jeunes et plus technophiles sur le marché du travail. Leur prêt hypothécaire avait encore 12 ans à courir, et ils avaient refinancé 2 fois pour retirer des capitaux propres, très probablement pour financer les projets de Tyler. Tyler, de manière prévisible, n'était d'aucune aide. Sans ma maison où vivre gratuitement, il était un fardeau financier qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Leurs cartes de crédit étaient à leur limite, et ils jonglaient avec les factures pour la première fois de leur vie d'adulte. 6 semaines après l'affaire du tribunal, j'ai reçu un SMS de papa. « Il faut qu'on parle. C'est important. » Je n'ai pas répondu. Kevin, qui avait été mon rock pendant tout ce spectacle, m'a conseillé de garder le silence complet. Ils ne vous contactent que parce qu'ils ont besoin de quelque chose, a-t-il souligné, pas parce qu'ils sont désolés ou qu'ils réalisent qu'ils avaient tort. Ces paroles ont touché une corde sensible. Pas une seule fois dans aucune de leurs communications il n'y a eu de véritables excuses. Aucune reconnaissance de la poursuite, de la tentative de vol de ma maison, des années de favoritisme, juste des demandes d'argent enveloppées dans la culpabilité et le chantage émotionnel. 3 jours plus tard, Tyler a essayé une autre approche. Il a envoyé un email à mon adresse professionnelle, je n'ai aucune idée de comment il l'a obtenu, avec l'objet « J'ai merdé et je suis désolé ». Le corps de l'email ne reconnaissait aucun tort spécifique, mais mentionnait qu'il traversait des moments difficiles et qu'il avait vraiment besoin d'un frère en ce moment. La dernière ligne trahissait le véritable objectif, aussi, maman et papa ont vraiment du mal avec les factures depuis que papa a perdu son emploi. Ils pourraient perdre leur maison. Je sais que tu vas bien. Je pensais juste que tu devrais savoir. Ma réponse, silence complet. Des semaines ont passé. Puis papa est apparu à ma porte un samedi matin. Je lui ai parlé via la sonnette vidéo, refusant d'ouvrir la porte. Papa avait l'air hagard. Il a commencé par des banalités, puis en est rapidement venu au fait. Ils avaient 3 mois de retard sur leur prêt hypothécaire. Tyler avait accumulé 4 000 $ sur la carte de crédit de maman avant qu'ils ne s'en rendent compte et ne le coupent. Ils avaient besoin de 17 000 $ pour éviter les procédures de saisie. Juste un prêt, a-t-il souligné. Il me rembourserait une fois qu'il se serait remis sur pied. J'ai finalement rompu mon silence avec 5 mots simples, les actions ont des conséquences. Au revoir. Le visage de papa a changé. La politesse désespérée a disparu,
remplacé par la colère habituelle et le sentiment de droit. Après tout ce que nous avons fait pour vous, nous vous avons élevé. Nous vous avons habillé. Nous vous avons mis un toit sur la tête. Et c'est comme ça que vous nous remboursez? En abandonnant votre famille? J'ai ri. Tout ce que vous avez fait pour moi? Vous voulez dire comme payer les études de Tyler pendant que je travaillais à l'université, ou lui acheter des voitures pendant que j'économisais pour une Toru rouillée? Ou me poursuivre en justice pour la maison que j'ai achetée avec mon propre argent? C'est tout? Papa a commencé à répondre, mais j'ai coupé la connexion et bloqué leur accès à ma sonnette vidéo. La semaine dernière, j'ai appris par mon cousin que mes parents avaient effectivement perdu leur maison. Ils ont emménagé dans un appartement de 2 chambres avec Tyler. Papa a trouvé un emploi à temps partiel dans un quincaillerie. Maman postule pour des postes de réceptionniste. Tyler travaille apparemment dans un kiosque de magasin de téléphone portable. Mon cousin Jake reste en contact, me tenant informé des développements familiaux sans essayer de me culpabiliser pour me reconnecter. Il comprend ma position, ayant été témoin des dynamiques toute notre vie. Selon Jake, mes parents ont dû vendre la plupart de leurs possessions les plus belles, les clubs de golf de papa, les bijoux de maman, leurs meubles haut de gamme, juste pour sécuriser l'appartement. Le précieux équipement de jeu de Tyler a été vendu pièce par pièce pour couvrir les factures. Ma maison est maintenant vraiment mon sanctuaire. J'ai remplacé les meubles que les amis de Tyler avaient endommagés, terminé la terrasse correctement, et converti la 3e chambre en salle de sport à domicile. Kevin vient chaque semaine pour nos soirées poker avec des gars de mon travail. Je fréquente une vétérinaire que j'ai rencontrée lorsque j'ai adopté mon Rottweiler, Max. Max a été la meilleure décision que j'ai prise après l'achat de la maison. Je l'ai trouvé dans un refuge, 3 ans, propriétaire cédé en raison de sa taille. Ils ont pris un gros chien sans rechercher la race. C'est 110 livres de compagnon loyal qui a un aboiement intimidant. Mise à niveau parfaite du système de sécurité. La salle de sport à domicile était mon projet pandémique. J'ai acheté l'équipement pièce par pièce au fur et à mesure que je pouvais me le permettre. Rien d'extraordinaire, juste un rack de puissance, un banc réglable, une barre et un jeu d'haltères. J'ai ajouté un revêtement de sol en caoutchouc et une télévision murale. Pouvoir éviter une salle de sport commerciale bondée a été un changement de donne pour mon niveau de stress et ma forme physique. Ma petite amie Sarah et moi sommes ensemble depuis 4 mois maintenant. Nous nous sommes rencontrés lorsque j'ai amené Max pour son premier bilan après son adoption. Elle est directe, indépendante et a sa propre carrière et ses ambitions. Complètement différent de la dynamique de ma famille. Elle a immédiatement compris ma situation familiale et respecte mes limites sans jugement. J'ai également commencé à investir plus sérieusement, en mettant en place un portefeuille de retraite approprié, en maximisant mon abondement 401K et en ajoutant un Roth IRA. J'ai commencé un compte d'investissement séparé pour de futurs achats potentiels de biens immobiliers. Mon objectif est d'acheter une propriété locative dans les 5 prochaines années, un revenu passif qui génère des capitaux propres au fil du temps. Ma famille n'a pas sa place dans cette vie que j'ai construite. Plus maintenant. Parfois, la chose la plus précieuse que l'argent puisse acheter n'est pas une maison. C'est la liberté de choisir qui mérite une place dans votre vie. Les gens continuent de me demander si je me sens coupable. Je ne le fais pas. Pas même un peu. Tu n'as pas le droit de traiter quelqu'un comme un distributeur automatique toute sa vie, d'essayer de voler légalement sa maison, puis d'attendre de la sympathie quand tes propres mauvaises décisions te rattrapent.